Euh, Bézat Hachem, ce soir, on va démarrer, ça va être le premier atelier, on va dire ça comme ça, de renforcement vraiment dans le vif du sujet, euh, parce que j'ai vu en fait que, bon, pas j'ai vu, je le vois quotidiennement sur le terrain, on voit que les gens, ils manquent d'outils en vérité. C'est pas l'épreuve qui est difficile, c'est simplement que les outils, l'appréhension de l'épreuve, elle est malheureusement pas assez, on l'explique pas assez. Et le problème de ne pas l'expliquer assez, c'est que les gens, ils se retrouvent complètement les mains nues face à, on va dire, entre guillemets, un ennemi qui s'appelle le Yetzirah, qui est clairement, et je le redirai jamais assez, le Yetzirah, c'est une guerre psychologique, c'est un spécialiste de la psychologie, et il est extrêmement fort pour essayer de nous briser le moral. C'est son but, encore une fois, je le rappelle, son salaire, il n'est pas sur la faute, il est uniquement sur la tristesse vers laquelle il arrive à nous amener. D'accord? Donc, on va faire différents cours, différents ateliers sur ça pour vraiment renforcer, donner des tonnes d'outils pour faire face justement à ce qu'on appelle à des downs, à des descentes comme ça, quand la situation elle est vraiment dure à supporter, qu'on ait vraiment les outils, le parachute pour pouvoir passer ça. D'accord? Je vais utiliser à travers ces différents ateliers, Ezrat Hashem, un conte de Rabbi Nachman qui s'appelle Le Sage et le Simple, parce que c'est une chose qui va beaucoup nous servir pour donner les bons outils et puis justement pour se rapprocher, pour se rapporter, pardonnez-moi, aux personnages qui nous intéressent. Je le rappelle en deux petites secondes. Le conte du Sage et du Simple de Rabbi Nachman à Kadosh, c'est que, en fait, c'est l'histoire c'est un conte qui met en parallèle l'histoire de vie de deux personnages, un qui est extrêmement simple, extrêmement, pardonnez-moi, intelligent, qu'on va appeler le sage, le chacham, d'accord, qui a une faculté, une capacité d'apprendre, une capacité de réaliser une intelligence hors du commun, d'accord. C'est un surdoué, tout ce qui touche, il réussit, c'est incroyable, d'accord. Et on va mettre en parallèle ça, on va mettre la vie d'un simple, d'un être qui est pas bête, mais en tout cas simple, qui est simple dans la vie, qui ne se prend pas la tête, qui avance selon ce que Hachem lui met devant lui, etc., etc. Et on voit que les destinées de chacun vont complètement s'inverser, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est que le sage, il va rater sa vie, et le simple, il va réussir sa vie, il va devenir vice-roi. Et sachez que dans chacun d'entre nous, on a une partie du simple et on a une partie du sage qui s'échangent continuellement. D'accord? On l'expliquera tout au long des ateliers, mais vous allez voir que c'est une trame qui est très intéressante à garder toujours en fond en musique de fond. D'accord? Bon. D'abord, on va démarrer par un espèce de paratonnerre pour éviter de tomber dans la tristesse. D'accord? Euh, la première chose à faire, d'abord, c'est d'abord apprendre à se connaître. C'est quoi apprendre à se connaître? C'est faire un bilan, un réel bilan, pas un bilan qui nous arrange, un réel bilan de la facette sombre qu'on a en nous. D'accord? La facette bonne, Baruch Hashem, on la connaît, on n'a pas besoin de revenir dessus. La facette sombre qu'on a de nous, c'est quoi? C'est tout ce qui est nos manques et ses conséquences. D'accord? Ce que ça amène. Qu'est-ce que c'est un manque? Imaginons qu'une personne, elle n'est pas très intelligente, par exemple. Eh bien, les conséquences, c'est qu'effectivement, les gens, ils se moquent de lui, peut-être, qu'il n'arrive pas à faire d'études supérieures, qu'il n'a pas un métier super, que peu importe. D'accord? Ça, c'est le manque et aussi les conséquences. Et également, lister ses limites physiques et mentales. On a tous des limites physiques et mentales. D'accord? En thérapie, je parlerai de jardin secret. Mais ce soir, on va parler juste de limites. C'est des choses qu'on connaît, qu'on sait qu'on n'est pas capable de réaliser ou d'atteindre, qu'on se l'avoue à nous, mais qu'on ne l'avoue pas au grand public. Et ça, il faut les lister. D'accord? Je vous invite, si vous voulez, à prendre des notes, vous regardez le replay sinon, mais c'est très intéressant de noter cela. Donc ça, il faut comprendre que c'est un ensemble qu'Hachem a mis dans nos vies et qui a une utilité. Je rappelle une chose fondamentale, tout ce que Hachem met dans nos vies, que ce soit notre être
notre façon, notre niveau spirituel, notre niveau de vie, notre statut social, socioculturel, on va dire ça comme ça, tout a une utilité, d'accord? Pourquoi ça a une utilité, encore une fois, et je ne m'attarde pas là-dessus, parce que n'oubliez pas qu'on vient sur Terre pour une mission et qu'on doit la réaliser avec des outils qu'Hachem nous fournit. Bien évidemment, il ne peut pas nous demander en tant que patron de réaliser un travail sans les outils pour. Ce serait complètement absurde. Nos outils à disposition, notre boîte à outils, c'est ce fameux package qui a évidemment de nos forces, ça on n'en parle même pas, mais souvent on va avoir tendance à mettre de côté dans le package, l'outil, la boîte à outils qu'on a pour faire notre réparation sur Terre, tout ce qui est rattaché à nos manques et à ses conséquences, ainsi que nos limites en mental, physique et d'argent. D'accord? Ce package, il doit être indissociable. Ça veut dire que la partie positive comme négative, si j'ose dire, ou pas positive plutôt, on doit comprendre que c'est notre package, c'est notre boîte à outils. On a des outils qui sont peut-être, qui nous paraissent vraiment trop petits, inutiles, qu'on aimerait éliminer, et d'autres qui nous sont utiles. D'accord? Mais ça, c'est notre boîte à outils. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Et il faut comprendre que ce package-là, il est parfaitement dosé pour qu'on réussisse notre mission. Je rappelle que la mission, c'est réaliser, c'est faire des réparations, des réincarnations qu'on a eues avant, euh, et des fautes surtout qu'on a fait dans une vie antérieure, et qu'on revient ici avec certains outils pour pouvoir réparer. Une personne, par exemple, qui, euh, qui aurait, qui aurait volé, par exemple, une autre personne, mais qui ne l'a pas remboursé et qui n'a pas remboursé sa dette, elle reviendra en Gilgul, en réincarnation, toujours en connexion avec cette personne. Je ne sais pas, ça sera peut-être qu'à l'époque c'était son patron, mais aujourd'hui peut-être que ce sera son oncle, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, nos âmes, elles sont toujours liées par rapport à la réparation qu'on a. Jamais on aura une réparation à faire au fin fond de l'Amazonie avec quelqu'un qu'on peut pas atteindre. Il y aura toujours une liaison possible. Et grâce à, et donc Hachem va nous donner des outils suffisants pour réaliser ça. Bon. Autre chose, donc ça, il faut bien l'inscrire, d'accord, sur un papier, peu importe. On va prendre ça, on va prendre cela. Ensuite, alors, tout ça, on va le valider à travers de la tfila, de la hitbo des doutes. Parce que le but, encore une fois, c'est que on intègre ce qu'on va faire. Ok. Donc, on l'a dit, chaque défaut, chaque manque, ils sont vitaux pour nous. D'accord? Vital ou vitaux, peu importe. C'est-à-dire que sans ça, on ne peut pas donc réussir notre mission. Et la réussite de ma mission, elle dépend de ces défauts. D'accord? Ok, d'accord. On va raconter une histoire maintenant qui a eu lieu dans le Talmud, d'accord? Dans la Gemara, à propos de Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, avant d'être Rabbi Akiva, il s'appelait Akiva. Il s'est marié avec une femme qui s'appelle Rachel, une grande sadéquette. Ils ont vécu dans la pauvreté la plus poussée, d'accord? Et à tel point que quoi? À tel point qu'ils n'avaient pas de quoi acheter de couverture. Donc, ils vivaient dans une espèce de grange comme ça, où ils se couvraient à travers, grâce à de la paille, afin d'avoir chaud l'hiver. D'accord? Euh, et souvent, chaque matin, romantiquement, qu'est-ce qu'il faisait à Rabbi Akiva? Il retirait la paille des cheveux de sa femme et il lui disait, un jour, cette paille, elle sera remplacée par ce qu'on appelle le Jérusalem d'or. Le Jérusalem d'or, c'est un diadème en fait qui coûtait extrêmement cher à l'époque, entièrement en or. J'imagine que ça c'était représenté la ville de Jérusalem tailladée dans une plaque d'or comme ça. Enfin, c'était toutes les femmes en rêvaient évidemment. C'était les Havdil, c'était je sais pas moi si ça existe une couronne comme ça de chez Cartier ou autre, peu importe. Bon, c'était le rêve de toutes les femmes de Jérusalem d'avoir ça et en retirant la paille, etc. Donc, il vivait dans une pauvreté extrême. Et Hachem, il a vu quand même que c'était quand même terrible de vivre dans une pauvreté aussi importante. Et il a décidé d'envoyer Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi a pris la forme, pardonnez-moi, d'un pauvre homme et il a tapé à la porte. Rabbi Akiva s'est levé, il a ouvert la porte de la grange et il a dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit, regarde, moi, ma femme, elle vient d'accoucher, on n'a vraiment rien pour couvrir le bébé.
Si tu as même une couverture à nous prêter, même de la paille, je suis prêt à accepter. On a tellement rien que je suis prêt à prendre de la paille. Alors, il a pris la paille et il est venu voir sa femme. Il dit, regarde, il y a un pauvre qui est là et truc, et qu'est-ce qu'on fait? Et sa femme, mais évidemment, parce que c'était une grande syndicate, elle a dit, mais prends de la paille, donne-lui. Grâce à la paille, évidemment, donc il lui a donné la paille. Grande question de nos sages, mais je ne comprends pas. Eliyahu Hanavi, il est capable de faire des miracles incroyables. Il a fait, on ne va pas les citer aujourd'hui, je crois que c'est dans Ta'anit, me semble-t-il, qu'on cite tous les miracles qu'Eliyahu Hanavi il a pu faire pour les gens, notamment une femme qui avait des pots d'huile qui ne cessaient de se remplir quand elle est déversée. Donc elle a fait fortune comme ça. Il y a eu plein d'histoires. Un sac rempli de pièces d'or, et à chaque fois, il se dévidait jamais. On avait beau dépenser de l'argent et ça ne se vidait pas. Et donc, la question, ça, je pose la question, mais pourquoi Eliaou est venu voir Rabbi Akiva, il sait qu'il est dans une situation catastrophique au niveau financier, pourquoi ne pas lui avoir proposé de faire un miracle, de lui donner quelque chose qui va lui donner de l'argent, qui va... Et là, nos sages disent une chose incroyable. Ils disent que s'il était intervenu, ne serait-ce que d'un micro-millimètre dans ce que vivait Rabbi Akiva, plutôt à l'époque Akiva, il n'aurait jamais pu atteindre le niveau qu'il a eu. C'était une station qui devait absolument passer et il fallait surtout pas toucher à ça. Il y avait une certaine construction qui devait mettre en place durant cette période-là de sa vie qui va faire qu'il va créer un récipient suffisamment solide pour pouvoir atteindre et récupérer le niveau qui va être le sien plusieurs années après. Donc on voit de là que Hachem, il envoie des situations où le blocage, le fait qu'on n'arrive pas à voir, le fait que ça stagne pendant des années ou X temps, peu importe, c'est vital pour notre construction, pour la construction de notre futur. Encore une fois, quand je parle de futur et tout ce dont on va parler ce soir, c'est spirituel. Le matériel, on s'en fiche. Pas on s'en fiche parce qu'on en a besoin pour vivre, encore une fois. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui intéresse Hachem et les outils qu'il nous donne dans notre vie, c'est que c'est pour des réparations spirituelles, je le précise bien. D'accord? Bon. Ok. Euh, Maintenant, il faut comprendre que une des facettes de la foi, on en a parlé plusieurs fois des facettes de la foi, on avait dit que la foi, c'était tout vient d'Hachem et tout est pour le bien. Il y a une troisième facette qu'on peut rajouter, qui est la facette de que mes défauts et mes manques sont ma perfection. Je répète, mes défauts et mes manques sont ma perfection. Contrairement à ce qu'on nous a, que le Yetzirah, il essaye de nous mettre dans notre tête, qu'un défaut et un manque, faut le combler. Un défaut et un manque, ça doit devenir notre perfection. Par rapport simplement déjà à l'histoire de Rabbi Akiva, Bessiata Dishmaya, on voit que cette situation de pauvreté qui est difficile à vivre, compliquée à vivre, donc c'était un défaut, un manque, et bien ce manque-là, c'était sa perfection du moment, parce qu'encore une fois, c'était une phase obligatoire à passer. Et celui qui n'est pas capable, puisqu'on se dit à chaque fois, mais qu'est-ce que je peux dire dans Light Body Doute, on a fait des séries sur ça, qu'est-ce que je peux dire dans Light Body Doute? Eh bien, tout simplement, lorsque je ne suis pas capable de chanter et danser avec ses manques et avec ses défauts, avec donc cette perfection, là, j'ai déjà un travail à faire dans ma émouna, dans ma prière, dans ma Body Doute, à demander à Hachem, s'il te plaît, fais que je sois persuadé que c'est, encore une fois, mes défauts et mes manques, c'est ma perfection. Soit dit en passant, on a parlé du remerciement la semaine dernière. Vous avez bien compris que le remerciement, c'est tout simplement le fait de concrétiser cette pensée, comment on appelle ça, cette philosophie, si j'ose dire, que mes défauts et mes manques sont ma perfection. Pourquoi? Parce que je remercie Hachem pour ça. Et donc, si je remercie pour quelque chose, pour moi, c'est totalement bon. Et si c'est bon, ça représente ma perfection. D'accord? Et au passage, mes chers amis, on court tous après ce que je vais dire là maintenant. C'est exactement la trajectoire, la recette, la définition d'avoir ce qu'on appelle d'être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même, c'est exactement ça. C'est-à-dire
en hébreu, on dit shalem. Ça veut dire que tout mon package, tout ce que je représente aujourd'hui, mon bon côté comme mon côté qui m'embête, eh bien, ça représente ma perfection, on l'a dit. Et donc, c'est ce principe d'être en accord avec moi-même. D'accord? Pourquoi c'est important de prendre cette conscience de ces défauts et de les mettre devant nous? Vous allez me dire, mais il est complètement cinglé. Et qu'est-ce qu'il a? J'ai que ça à faire, moi, de mettre mes défauts devant moi. Déjà, je suis en dépression tous les jours quand je me regarde dans le miroir ou quand je pense à mes défauts. Et il me demande de mettre ça sur un plateau devant moi et de les prendre et de les embrasser les choses. Pourquoi c'est hyper important? Sachez que c'est un grand secret. Pourquoi on tombe dans la tristesse? Pourquoi on tombe dans la tristesse? Parce que en fait, on se ment à nous-mêmes et la réalité nous rattrape. Quand la réalité nous rattrape, elle saute à notre figure. Comme une bombe qu'on essaie de camoufler, boum, ça saute. D'accord? En vérité, ce n'est pas la réalité qui nous la ramène, cette vérité. C'est Hachem qui nous la met devant nous. Pourquoi? Pour pas qu'à son matin, on parte avec ce manque d'émouna. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on ne fait pas ce boulot, de prendre ses défauts et ses manques, d'essayer de se convaincre, et plutôt, j'insiste, de demander à Hachem, montre-moi que ces défauts et ces manques sont ma perfection. Fait que j'intègre ça complètement, que j'arrive à en danser, que j'arrive à être content de cela. Et bien là, j'ai mis un verrou sur la tristesse. Pourquoi? En tout cas, par rapport à... Oui, si, parce que en fait, la tristesse, elle est toujours par rapport à un manque. Comment la tristesse, elle démarre? Je fais un bilan de ma vie. On verra comment on y arrive de faire un bilan de la vie. En règle générale, le bilan de la vie se fait par la comparaison à ce que l'autre a ou ce que l'autre est. D'accord? Je suis sûr que... Enfin, je suis sûr, je suis presque certain qu'un bonhomme qui vivrait seul sur une île déserte, il a beaucoup moins de chances d'être triste qu'un bonhomme qui vit en milieu urbain. Parce qu'il a pas de quoi comparer. Donc, bien évidemment, il a peu de chances de tomber là-dessus. Donc, il faut faire très attention à ça. Et parce que trop souvent, on essaye de se donner une fausse image de nous. On faut faire preuve de sincérité, en fait. Voilà, exactement. Faire preuve de sincérité avec nous-mêmes. J'ai ce niveau-là. Je ne peux pas arriver à ça. Je ne suis pas assez intelligent pour arriver à ça. Je ne peux pas. Et l'accepter. Tant qu'on ne l'accepte pas, mes chers amis, c'est ça qui nous amène à la tristesse. Ok, j'avance. J'ai une sérénité intérieure, parce qu'au final, il n'y a plus de. Il y a plus de. Il n'y a plus de. Il y a pas mon masque qui peut tomber à tout moment et j'ai honte vis-à-vis des gens. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, et ça, on peut pas me le prendre. Et ça permet aussi de ne pas avoir de faux espoirs. Pourquoi avoir des faux espoirs? Parce que bien évidemment, quand on se dit je vais atteindre l'Everest alors que je fais 20 kilos mouillés et que je suis hyper frileux, eh ben, c'est évident que je ne peux pas dire allez, je vais monter l'Everest. Mais savoir que je suis frileux et que je fais 20 kilos mouillés et je n'ai pas de force pour monter ne serait-ce qu'une petite colline, eh bien évidemment, je ne tomberai pas en dépression parce que je ne peux pas atteindre l'Everest. J'espère que vous avez compris, mais bon, bref. Maintenant, donc ça, je vous invite à faire cet exercice, je le répète, de vous poser avec vous-même, de faire le bilan de vos manques et de vos faiblesses, de prier Hachem pour les intégrer, les accepter. Maintenant, on va passer à un autre problème qui déclenche très, très, très souvent, et c'est vraiment un truc que je rencontre pratiquement tout le temps dans les coachings, c'est le fait de savoir jongler entre la volonté et entre l'acceptation du résultat obtenu. D'accord? Tout le monde, et d'ailleurs en coaching, on parle de ça, en PNL plus précisément, on dit qu'il y a deux forces qui motivent l'homme, avec un grand H. La première, c'est la crainte de, la deuxième, c'est l'attirance vers. Je crains je sais pas moi, qu'on me retire mon salaire si j'arrive en retard, donc ça me motive pour me réveiller tôt. Par contre, ça peut être aussi une autre motivation. Je sais que si je suis là régulièrement à l'heure et que mon patron voit que je m'investis vraiment, vraiment, vraiment dans le boulot, eh bien, c'est sûr que j'aurai une promotion à un moment donné. Donc, ça me booste. OK? Bon. Maintenant, euh, Hachem, il nous fait faire un exercice de fou dans nos vies. Il nous dit, je veux que tu aies une volonté de feu, une volonté de lion, d'accord?
Mais attention, je veux que, arriver à un moment donné, que tu aies l'acceptation d'un agneau. C'est-à-dire, tu te rebelles plus, tu acceptes, tu souris, tu es gentil, tu es content, tu es super. Très, très dur. C'est parce que c'est deux forces qui s'opposent. La volonté, elle est là pour tout brûler, tout terrasser, tout défoncer. Et dans notre tête, en tout cas. Et l'acceptation, c'est keep cool. On s'arrête, on stop. Donc, c'est-à-dire, il y a un mouvement, c'est la volonté, et l'acceptation, c'est le stop. C'est je bouge plus. Et nous, on nous demande de jongler entre les deux. D'accord? Alors, sachez que il y a deux types de personnages. Et vous allez voir qu'en fait, on est dans les deux. Il y a celui qui veut, d'accord, mais qui n'est pas content du résultat. Donc, c'est-à-dire qu'il a voulu quelque chose, il a mis en place des choses, et il s'est battu, etc., etc., etc. Et il arrive à un résultat qui n'est pas celui qu'il voulait, d'accord? Ça, c'est le premier personnage, et on tombe tous là-dedans. Le deuxième personnage, c'est une personne qui est, elle, par contre, OK pour la situation, mais qui ne cherche pas d'amélioration. Et vous allez voir que chacun en a ça en nous dans des situations bien précises. Sachez que ça, c'est clairement un signe qu'on ne craint pas Hachem. En quoi? Parce que le fait de vouloir, mais de ne pas être content du résultat, c'est un signe d'orgueil. Le fait d'accepter la situation, mais de rien faire pour, c'est ce qu'on appelle de l'indifférence, de la nonchalance. Et Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il veut qu'on se batte pour s'améliorer. D'accord? Comment on peut comprendre ça? C'est très, très, très intéressant. Pourquoi il faut savoir vouloir, mais s'arrêter à un moment donné? Je ne sais pas si vous le saviez, moi j'étais à l'époque, j'aimais bien les documentaires animaliers, et puis et j'aimais bien regarder notamment les documentaires, on va dire, liés à la plongée, à la vie sous-marine. Et je voyais que quand les plongeurs descendaient très très profondément, eh bien, ils devaient remonter petit à petit à travers ce qu'on appelle des paliers, d'accord, de décompression pour pouvoir que les tympans, j'imagine, et tout le corps puissent pas avoir des conséquences catastrophiques, qu'il n'y ait pas de conséquences catastrophiques. On voit de là que le plongeur, à un moment donné, il a une volonté de remonter, mais il comprend que c'est pour son bien qu'il doit s'arrêter, parce que sinon, ça va être néfaste pour lui. Donc, c'est exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il doit vouloir monter, et il y a un moment donné où il doit comprendre que c'est nécessaire qu'il s'arrête. Et donc, il doit accepter ce stop-là. Encore une fois, ce stop-là, il est tous les empêchements qu'on a dans la vie, d'avoir suffisamment d'argent, d'être marié, d'avoir des enfants, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas. Donc, c'est des niveaux qu'on n'arrive pas à atteindre, ou en tout cas qu'on est réfréné dans cette atteinte. Pourquoi aussi c'est important d'avoir conscience que c'est positif, c'est important d'avoir ces moments-là, ces paliers de décompression dans nos vies, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple, d'accord? Imaginons qu'une personne, elle veut de l'argent, elle veut être très, très, très riche. Elle a des prétentions de business, de maison, de voiture, de ce que vous voulez, d'accord? Maintenant, Hachem, il sait qu'il y a un moment donné où il va avoir besoin de cet argent, d'accord? On va dire qu'il a besoin d'1 million de dollars ou peu importe, 1 million d'euros. Et parce que à un moment donné, il va vouloir acheter une maison. Bon. Maintenant, lui, il est tellement impatient qu'il dit Hachem, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Maintenant, Hachem, lui, il sait qu'il y aura une opportunité à un moment donné dans les quelques mois qui vont arriver où il aura l'opportunité de pouvoir acheter un appartement. Mais lui, il veut l'argent tout de suite. Il presse Hachem. Si Hachem lui donne l'argent maintenant, il le délapide, il ne pourra pas investir pour l'appartement d'après. Donc, il y a une obligation, entre guillemets, si j'ose dire, pour Hachem, pour notre bien, d'attendre que ce soit le bon moment pour nous donner. Et ça, il faut absolument comprendre que l'attente, elle est vitale. On l'a compris avec le plongeur. Elle est vitale. Donc, dans nos vies, il y a des choses pour lesquelles, pardonnez-moi, des choses qu'on souhaite. De se marier, je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui veulent ça, de se marier, etc. Mais il faut comprendre que l'attente, on a parlé la semaine dernière, c'était pas parmi les questions, on disait, mais finalement, peut-être que c'est comme un ascenseur, que la personne, elle va atteindre un niveau à un moment donné, mais que son zivoug, il est déjà au 10e étage, alors que lui, il est au 3e.
S'il descend à l'ascenseur, c'est-à-dire si Hachem lui dit bah, vas-y, va te marier, il va arrêter son zibouk parce que finalement, lui, il est au 10e et l'autre, il descend au 3e. Donc, il y a un moment donné où il vaut mieux attendre l'ascenseur pour que l'ascenseur monte bien au 10e et que la rencontre se fasse. Hachem, il veut que l'homme, il s'améliore, il avance, il change, qu'il y ait des changements dans sa vie quand lui, Hachem, il le veut. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on doit être comme des gens qui viennent taper à la porte et avec le risque qu'on ne nous réponde pas. Et quotidiennement, on vient, on a la volonté de taper à la porte pour que quelqu'un nous ouvre. On tape à la porte, on tape à la porte. Et à un moment donné, le propriétaire, il décide de nous ouvrir et nous laisse rentrer. Ça, c'est Hachem. C'est-à-dire que notre volonté, elle doit être tout le temps, elle doit être constante. On doit taper à la porte, sans crier, sans tambouriner, sans pleurer devant la porte. On tape à la porte et on attend. On a dit volonté et on attend. L'attente, c'est de dire, OK, c'est pas le moment que je puisse rentrer, c'est pas le moment que, peu importe. Je tape à la porte une autre fois, une autre fois, une autre fois. C'est-à-dire, je prie, je prie, je prie, en gros, ça veut dire ça. Et quand Hachem, il a décidé de me faire rentrer, quand il a décidé que c'est le changement, c'est maintenant, alors oui, je peux rentrer, et oui, je peux, et oui, je peux rentrer. Mais pas de forcing, pas de forcing. Comprenez que le forcing, encore une fois, il est néfaste. Il est néfaste. D'accord? Et dernière chose, sachez que Hachem n'envoie pas de changement dans la vie d'un homme. Quand je dis changement, encore une fois, c'est des déblocages de vie. Il ne les envoie pas à l'homme parce que des fois, il y a un risque d'orgueil qui peut rentrer en jeu. Par exemple, il veut une parnassa, une parnassa supplémentaire. Hachem, il voit qu'il va être orgueilleux du fait qu'il ait plus d'argent, donc il va, je sais pas, il va se prendre pour je ne sais quoi. Et donc, il faut comprendre une chose. Alors, à vous, de développer dans tous les domaines de vie possibles, mais sachez que la chose sur laquelle on doit aussi prier, c'est que Hachem, si vous vouliez la semaine dernière une recette pour prier aussi, de demander à Hachem, Hachem, si tu me donnes, donne-moi sans orgueil. Que je ne m'enorgueillise pas si j'ai la richesse, si j'ai le mariage, parce qu'au passage, d'accord? Même dans le mariage, puisque ça nous concerne, la majorité des personnes qui sont là, c'était concernées par ça. Même le mariage, ça peut être ça peut amener à l'orgueil. Comment? Facile. J'ai mes copines qui ne sont pas mariées. Je me marie enfin. Je fais ma crâneuse, comme on disait à l'époque, devant elle. Et je fais preuve d'orgueil. D'accord? Donc, vous voyez bien que tout peut apporter de l'orgueil. N'oubliez pas que, bref. Donc ça, c'est aussi un outil de travail et de prière à mettre en place pour que Hachem nous délivre et nous aide. OK? Je finis là-dessus. Je laisse place aux questions. Pour résumer, donc, les trois, il faut mettre devant nous tout le package et demander à Hachem de l'accepter, ce qui va nous éviter de rentrer dans la tristesse. La deuxième chose qu'on a vue, c'est effectivement, j'ai un super trou de mémoire, Baruch Hashem, que quoi? Oui, que l'attente, et la deuxième chose qu'on a vue, merci, c'est que l'attente, elle est vitale pour nous et que, tout comme un plongeur qui remonte par rapport à ses paliers de décompression, c'est bon pour nous, etc. Et la troisième, évidemment, c'est que le changement, il doit avoir lieu quand Hachem, il a voulu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonsoir, Rav. Et merci, merci, merci et merci. C'était juste trop court. J'ai tout noté et je vous remercie. C'est pas une question, c'est un remerciement parce que c'est de la c'est de la nitroglycérine, c'est juste du feu et alors je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. J'ai fait, pour répondre à votre réflexion, si j'ose dire, c'est pas une réflexion, parce que ça peut être mal pris le mot réflexion, mais elle est justifiée. J'ai fait exprès de ne pas faire trop long. Pourquoi? Parce que c'est très dense en vérité. C'est en fait un monde. Je vous ai donné deux mondes comme ça à développer, mais si je donne trop de matière derrière, les gens n'arriveront pas à suivre. Je préfère donner deux voies comme ça à suivre et des exercices à faire. Et là, on va avoir des résultats. Ça vous paraît un peu bizarre, cette forme-là, parce que vous n'avez pas l'habitude, d'habitude, on a fait des choses comme ça, mais je voudrais vraiment qu'on agisse comme un coaching, on va dire, De de groupe. groupe. Voilà.
où là, on va donner des exercices concrets et on va avancer, on va avancer, on va avancer. Ça fait un peu bizarre, mais je vous assure que Bezrat Non, Hachem, c'est parfait. quand ça donne des résultats, c'est super. Baruch Hachem. J'ai une question du coup, effectivement, parce que je vous dis, c'est du feu, c'est incroyable. Euh, comment, j'aime pas ce mot, mais oui, quel serait l'outil pour pouvoir justement être complètement honnête avec nous-mêmes, c'est-à-dire quand sur le premier point, c'est voilà, regarder les manques qu'on a dans notre vie, entre guillemets en comparaison avec les autres ou les manques qu'on va ressentir parce que on peut des fois ne pas les ressentir tellement on est dans le remerciement et on peut comme vous avez dit être dans cette situation on va pas demander parce que on accepte comme un mouton et on oublie d'être un lion à des moments. Mais comment être sincère, même si je connais mes manques, mais aussi je sais que c'est bon pour moi. Alors, vous pouvez faire un des outils en PNL qui est l'outil d'observateur. C'est-à-dire que toujours en spatial, quand je dis spatial, ça veut dire que on va utiliser un point précis dans notre pièce, dans une pièce, Oui. qu'on va désigner pour nous, d'accord? Pour Aurélie, elle va dire, voilà, le carrelage un tel, là, c'est moi, donc je vais me mettre dessus, et je vais imaginer un autre carrelage en face de moi, un autre point, peu importe sur le sol, je dis un carrelage, mais ça peut être n'importe quoi, et je vais dire, voilà, Mhm. ça va être mon observateur objectif, pardon, d'accord? Donc, c'est pas moi, évidemment, mais c'est un observateur qui a le don de m'observer extérieurement, mais aussi intérieurement. Et Wow. on va aller se placer sur le carrelage dédié à cet observateur, on va dire, qui est le scanner, on va l'appeler comme ça. Mhm. Et on va lui poser la question, qu'est-ce que tu vois en face de toi? Waouh. Excusez-moi. OK? Ok. Ouais. Et toujours, on va avoir une interaction. Après, on revient sur le carrelage d'Aurélie. Très bien, Aurélie, voilà, l'observateur, il a fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Et tac, 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 tac. Et là, vous avez votre liste. Magnifique. Merci OK? beaucoup. Qu'Hachem vous bénisse. Merci. Amen, amen, Bezrat Hashem, tout en Israël. Merci beaucoup. Merci. 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 Je laisse la parole à celui qui voudrait. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je Bonsoir. sais pas si à tous à toutes, pardon, je sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir, bonsoir. Parfait. Euh, j'ai une question. Oui, merci. Hein, c'est puissant comme d'habitude vos ateliers. J'ai une question qui, je ne sais pas si elle est redondante avec celle qu'a posée Aurélie, mais en fait, si on remercie Hachem pour nos défauts, est-ce que le risque n'est pas aussi du coup de ne plus se remettre en question et finalement bah, de s'enliser dans ses défauts? Alors, de remercier, ça ne veut pas dire ne pas prier. D'accord? Oui, ah oui, Souvenez-vous, il y a les deux phases. C'est une très bonne question parce que c'est machinalement, on pense que dès qu'on remercie, on fige la situation, on fige notre caractère, on fige ce qui nous dérange et on se dit, bah, ça y est, je suis emprisonné dans ça. Non. C'est toujours le principe du système de palier. Il va y avoir une acceptation, il va y avoir une prise de conscience que c'est ma perfection du moment, je précise bien du moment, et ça n'empêche pas ça va muter, ça va changer. Mais pour l'instant, pour le moment, comme dire l'expression, c'est ma perfection. Et je dois absolument me l'approprier. En fait, comprendre que c'est ma perfection. Et tant que j'ai pas ça, et c'est exactement comme ça que donc la décompression du plongeur qui monte, tant qu'il n'a pas atteint ce niveau de décompression, c'est-à-dire l'acceptation pour nous, pour rester dans l'image, l'acceptation de faire qu'un en disant que c'est ma perfection, eh bien, Hachem ne peut pas nous faire monter plus haut. J'ai dit ça dernièrement à une personne que j'ai eue en coaching. Et c'est tellement vrai. Vous savez, quand on se plaint de quelque chose, d'accord, euh, Mhm. si on, dans l'exemple que j'ai donné à la personne, c'était comme ça. Je disais que une personne à qui on donne 1 000 € et qui se plaint, c'est certain qu'il se plaindra pour 1 million d'euros. Parce qu'en fait, il a la graine de la grognerie en lui. On l'a tous, hein. On a tous cette graine. oui, oui, c'est sûr. Mais si vous voulez, tant qu'on ne l'a pas corrigé, en vérité, c'est comme un espèce de virus qu'on n'a pas soigné et qui traîne, qu'on n'a jamais. Donc, Hachem ne peut pas nous faire évoluer avec une mauvaise graine. Il faut qu'on ait retiré cette mauvaise graine pour que lui, il fasse qu'on évolue.
Donc, la mauvaise graine, c'est encore une fois cette non-acceptation de tout le package. N'oubliez pas, il n'y a pas de mal dans le monde. Hachem, le mal, c'est pas notre religion, ça n'existe pas chez nous le mal. Quand je dis le mal, ça veut dire non, c'est pas. Oui, le mal n'existe pas. C'est Hachem qui amène une autre tournure dans notre vie, qui nous dérange, mais ça reste du bien. Je donnais un exemple la dernière fois, c'est que quand on va voir un médecin, par exemple, et qu'un type, le médecin, il vient, il lui touche le bras à un endroit, et le type, il hurle, il hurle. Donc, le médecin lui a fait mal, on est d'accord, tout le monde le dira. Mais pourtant, si lui, le patient, il est un peu logique et il est un peu réfléchi, il a un peu de recul par rapport à la situation, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une chose magnifique. Il va voir que, en fait, ce médecin, c'est un sadique. Pourquoi? Parce qu'en lui appuyant sur ça, là, il lui a fait comprendre qu'il avait un bras cassé. Mais j'exagère, ou en tout cas une douleur interne qu'il n'avait pas capté, qu'il n'avait pas vu. Donc le fait qu'il lui ait fait mal, en fait, ça lui a amené une prise de conscience du soin qu'il doit mettre en place. Et donc, il ira mieux, ce bonhomme. Donc, il doit bénir le médecin de lui avoir fait mal. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que même, entre guillemets, ce qu'on appelle mal, c'est pour nous amener du bien. Voilà. Est-ce que j'ai Mais répondu à votre question? Ou est-ce qu'il y a autre chose? oui, mais justement, pardon, après je laisserai la parole aux autres participants et participantes. Mais alors, je vais prendre un exemple personnel. J'ai un problème de gestion du temps, ce qui me fait que je suis souvent en retard, ce qui évidemment déplaît à mon entourage. Bon, évidemment, les gens ressentent comme blessant quand on arrive en retard à un rendez-vous, etc. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis merci Hachem de faire que voilà, j'ai ce défaut, que j'arrive en retard, etc. Parce que de toute façon, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes interactions avec les autres et qu'actuellement, je ne peux pas aller au-delà de ça, par exemple. Et je vais vous répondre par une petite histoire. Le Rav Rouge, un jour, il doit aller dans une conférence. Il est avec un chauffeur qui l'emmène. Et embouteillage de folie, ils ont au moins 45 minutes, voire 1 heure de retard. Le chauffeur est comme un fou parce qu'il a l'impression, il se dit, le Rav, il est avec moi, il faut qu'il arrive à l'heure, truc, comment on va faire, hein. Et puis le Rav, il lui tape sur l'épaule, il dit, tu sais, moi, je suis jamais arrivé en retard de ma vie. Tiens, bon, Rav, oh là là, mais alors comment je vais. La honte, c'est la première fois de votre vie à cause de moi, à cause des trucs. Et non, 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 je précise, j'ai jamais été en retard de ma vie par rapport à l'horaire qu'Hachem il avait décidé à laquelle je devais arriver. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que vos retards, c'est pas dans vos mains. Et ne vous mordez pas là-dessus. Hachem gère les retards et les avances et l'argent et tout. Donc, si vous arrivez en retard, c'est que Hachem le veut. D'accord? Il le veut. Exactement. Donc, ça, c'est votre Ça veut dire package. même des fois, on voit qu'on va rater le bus, on sait que c'est Hachem. Je crois plus. Mais Exactement. c'est Et marrant donc, parce qu'on le voit dans les situations dans la vie en général, même ne serait-ce qu'avec les goïms, ben, on voit les goïms courir, courir, courir. Et nous, on se dit, mais non, en fait, c'est Hachem qui veut ça. bien sûr. Mais c'est vrai, hein, je vous jure. Mais il y On a, les voit en train de courir et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais courir, moi? vous comprenez que c'est ça notre package. Tout le temps, il faut recentrer le package. Le package, c'est pas que du bon. Notre package, il est avec du bon et du pas bon. Et c'est ça qu'Hachem veut absolument qu'on fasse. Si on l'a pas fait, on est passé à côté. On est passé à côté de ce qu'Hachem nous attend, nous demande. Le package, c'est pas que la vie est belle et j'ai ça et peu importe. La vie, c'est le tov et le pas tov. Et les retards, oui, il faut remercier. Bien sûr qu'il faut remercier. Hachem, il veut ses retards. Il veut ses retards. Mais Donc, en fait, Raph, c'est génial ce que vous dites parce que effectivement, jusqu'à présent, en essayant de lutter contre cette tendance que j'ai à être en retard, je suis jamais arrivée vraiment. Donc peut-être qu'effectivement, c'est en remerciant Hachem que les ben, choses se débloqueront. ben, C'est en vrai. fait, en fait, de vous à moi, le fait de vous laisser arriver à l'heure parce que ça vous dérange d'arriver en retard, de part d'Hachem, c'est un cadeau empoisonné en vérité. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que vous allez croire que c'est votre bras et votre force qui a fait que vous êtes arrivé finalement à l'heure. La Oui, c'est deuxième, vrai. la deuxième, c'est que vous n'avez pas mis dans votre package les retards.
Et donc, vous avez loupé le coche. C'est-à-dire, si Hachem il grille les étapes, il dit ok, ma fille elle en a marre d'être en retard, je la fais basculer en une personne qui arrive toujours à l'heure. Ben, je lui ai fait donner c'est un cadeau empoisonné parce que la pauvre, pas vous spécialement, mais Oui. cette personne-là, elle n'a pas réparé, elle a pas réparé son package, elle n'a pas intégré son package, comme on l'a dit. Et donc, elle a loupé le coche sur cette mission-là, sur ce travail d'Emouna là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas brûler les étapes. La première épreuve, la première épreuve que vous avez par rapport à votre problème de retard, c'est pas ce que Hachem attend de vous, c'est pas du tout que vous arriviez à le convaincre d'arriver à l'heure. C'est d'intégrer complètement que c'est le top pour vous et que c'est votre perfection à vous d'être tout le temps en retard. Je vais dire ça à mon mari. Et plus ça, ben oui, mais je vais vous dire plus que ça. N'oubliez pas qu'Hachem, il crée une réalité par rapport à ce qu'on a au fond de nous. Sinon, on Oui. considère que c'est pas bon, et ben on aura plein de miroirs autour qui vont nous dire pas bon. Ah bah oui, pas bon. Ah bah oui, pas bon. Ils vont confirmer notre fausse croyance. Le mari en fait partie, nos proches en font partie, nos patrons en font partie, les gens autour de nous en font partie. D'accord? Donc nous maintenant, on va faire l'inverse. On va Oui, c'est comprendre psychologique. que c'est bon. Et si on comprend que c'est le bon, tous les miroirs vont s'inverser. Et vous n'aurez plus de pression. Comment vivre heureux? Ben voilà, ce soir encore, on en parle. Comment vivre heureux? J'inverse tous les miroirs. Ma vision des choses, si je l'inverse, tout le monde va avoir un regard positif sur mes défauts et mes faux pas et mes faux bons au niveau de les retards. Et tout le monde va me regarder avec attendrissement. Ah, c'est pas grave, ah, tu sais, moi aussi j'étais en retard. Ou même pire, eux-mêmes ils seront en retard et c'est vous qui serez en avance au final. Donc, Oui, bon, c'est oui, vrai. mais Oui. c'est ça le vrai problème. C'est pas de gérer de trouver le retard. Vous le faites pas encore une fois, vous le faites pas par méchanceté d'arriver en retard. Ah non, C'est sûrement pas, pas. Bien sûr voilà, que non. Au c'est pas contraire, c'est même une, pardon, mais c'est pas, je veux pas parler de moi, mais j'ai pris cet exemple parce que chacune et chacun peut prendre un exemple personnel, bien sûr. Mais du coup, c'est même une souffrance parce qu'on se sent très coupable, on se sent même incompétent. Enfin, on se dit, mais comment tout le monde arrive à l'heure? Et pardon, mais du coup, c'est comme, je comprends très bien ce que disait Alexis tout à l'heure au sujet de la recherche de son Zivougagoun. C'est pareil. Moi, je me suis mariée tardivement et on va regarder les autres autour de soi et on se dit, mais c'est pas normal, tout le monde autour de soi. Et on voit que des gens mariés pour le coup autour de soi. Et on se dit, mais Exact. je suis incompétente, j'y arrive pas. Et en fait, que ce soit un petit souci comme le fait, enfin, petit souci, je sais pas si c'est un petit souci, mais quel que soit le fait, voilà, d'être dans la recherche de son zivou, que ce soit le fait d'être en retard, oui, on se dit, on le vit comme une pression et quelque chose même de culpabilisant. parce que, attention, vous savez pourquoi vous le vivez comme ça? Parce que vous le voyez comme une chose dissociée du bien. Pourquoi Mhm. j'insiste sur ce package qu'il faut fusionner les deux et qu'il n'y ait plus de différence entre l'un et l'autre? Parce que vous allez le traduire comme quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien, ça ne peut pas être lourd de conséquences dans votre vie. Si c'est quelque chose de mauvais, ce sera toujours lourd à supporter. Vous comprenez? Et c'est ça notre boulot, hein. Le boulot pour être heureux dans la vie, c'est de refaire fusionner les deux. De ne plus dissocier le bien du ce qu'on pourrait dire pas bien. Mhm. C'est tout. Et c'est pour ça que vous supportez mal, en fait. Si vous le preniez à pas à la rigolade, mais en tout cas, si vous aviez compris que ça aussi c'est Hachem et que c'est pour le bien, ça vous ferait rien que les gens vous disent ah, t'exagères. À la limite, ça vous ferait sourire en disant ah, c'est marrant, Hachem, ok, bon, ok, d'accord, super, ah, désolé, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Mais j'ai envie de dire presque être légère, quoi, Mhm. pour vous. Mais il faut être, vous savez, souvent je le dis, n'oubliez jamais que la vie, c'est une grande comédie. C'est une grande comédie. Le problème, c'est que nous, on se prend au sérieux. On est là, on joue le vrai rôle. Vous imaginez, je ne sais pas quel est l'acteur principal aujourd'hui, bon, on va dire Bruce Willis, moi c'est celui dont je me souviens le plus. Bruce Willis, qui est là en train de jouer un truc dans un film comme ça d'action. Ben, il n'y a que des acteurs, il y a des types derrière avec les perches, le caméraman, tout. Donc tout le monde sait que c'est un faux film. Et il est là, il est comme un fou. Et il prend son pistolet et les trucs et il rentre dans le décor et il essaye de tirer sur tout le monde. Moi, je dis, mais attends, calme-toi, c'est une scène, c'est un jeu d'acteur, c'est un film, il n'y a rien. Et nous, en Mhm. fait, on se fait prendre au jeu, et alors qu'on doit prendre ça comme une comédie, on doit rire tout le temps des choses. Je ne plaisante pas avec vous. Et c'est pas de la folie. Les gens, ils comprennent pas qu'aujourd'hui,
Tout est une comédie. Les gens sont une comédie. Les réflexions des gens, ça doit être la plus grande blague du monde. Ça nous faire rire, nous faire bidonner. Et nous, on le traduit comme une pression, etc. Et c'est ça qui nous plombe notre vie.